Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Marie-Pénélope Pérez pour nous parler de féminité et de gynécologie holistique. Donc, Marie-Pénélope est danse-thérapeute. Elle est également pédagogue du mouvement en éducation proprioceptive. Donc ça, on en parlera un petit peu aussi pour expliquer ce que c'est. Et créatrice de la méthode gynécologie holistique. Bonjour Marie-Pénélope. Bonjour Anna. Merci à toi de prendre ce temps pour répondre à ces questions. Beaucoup de personnes sont curieuses de ce que c'est que la gynécologie holistique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est l'étude de comment fonctionne un corps qui biologiquement est organisé autour d'un sexe féminin. Euh, même si, euh, Même si les êtres humains sont grosso modo, bien sûr, construits tous sur les mêmes lois du vivant et les mêmes constitutions biologiques. On sait tous malgré tout que quand on habite un corps de femme ou quand on habite un corps d'homme, il y a des différences biologiques qui sont là. On a des petites différences à certains endroits du corps principalement au niveau de la forme de notre sexe, qui n'est pas le même, qui n'a pas la même forme. Et donc tout ça implique aussi des fonctionnements de notre corps qui, d'une manière subtile, mais une subtilité qui malgré tout a des incidences importantes sur l'ensemble de, notre, de notre corps et de comment on se sent dans ce corps, justement, et de comment il fonctionne. Donc ça va engendrer des choses différentes. Et le corps sexué au féminin, c'est un corps qui, à partir de la puberté et jusqu'à la fin de la période fertile, la ménopause, est un corps qui biologiquement est vraiment organise sa gestion des différents systèmes qui contrôlent le corps, qui permettent à la vie de s'animer et de circuler. Pendant cette période-là de la vie d'une femme, tout son organisme, toute la logique biologique, elle est vraiment organisée par rapport à cette chose du vivant, cette chose si spécifique au vivant qui est la perpétuation de la vie et donc qui s'exprime dans le corps qui est sexué au féminin par ce cycle menstruel qui démarre à la puberté et puis qui cesse ensuite à la ménopause. Et ça va impliquer pour ses organes génitaux et pour l'ensemble de son organisme et pour aussi bien sûr comment on se sent dans son corps, comment on se sent en soi jusqu'à notre psychisme. Ça va avoir des incidences parce qu'il va y avoir du coup une certaine fluctuation hormonale, de la vitalité, des réponses tissulaires, des réponses des organes, des réponses au sein même de la matière, qui sont vraiment spécifiques et qui sont très intenses dans la vie d'une femme, qui demande en tant que femme à savoir s'occuper de son corps, demande de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, vu qu'il se passe beaucoup de choses, que c'est très riche. Donc ça demande une attention, euh, une relation, en fait. Ça demande une certaine relation à son corps. Et donc, c'est ça, la gynécologie, en fait. La gynécologie, c'est l'étude de ça, l'étude de tout ce fonctionnement, du pourquoi et du comment, et du comment on prend soin de ce corps. D'accord, ok. Donc, en résumé, c'est vraiment l'étude de la spécificité du corps féminin, mais d'un point de vue où on prend enfin, le corps comme un milieu naturel, comme un écosystème avec des organismes, avec des interactions, etc. Exactement. Voilà. Et puis, tu fais le lien aussi entre l'aspect corporel, mais aussi le lien avec le psychisme et l'émotionnel, puisque tout est en relation au final. Oui, bien sûr. Oui, oui, Ok. oui. Et tu sens aujourd'hui que justement ce type d'apprentissage est nécessaire pour une Oui, femme?
Ah oui, 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 absolument. Ben oui, oui. Oui, oui, parce qu'on est quand même dans une période, hem, on est quand même dans une période, hem, bah, déjà où la vie dure plus longtemps. Donc on a besoin de prendre soin de nous, pour parce que vivre longtemps, ça peut être sympa comme ça, mais vivre longtemps dans de bonnes conditions, dans ce cas-là, dans un corps qui va bien. Sinon, c'est peut-être pas très enviable. Et donc ça a changé beaucoup de choses dans la vie des êtres humains que nous sommes modernes d'aujourd'hui, hein. Cette longévité qui n'était pas pose des questions qui ne se posaient pas forcément avant, quand la vie était beaucoup plus courte. Hem et on est dans une période particulière aussi parce qu'on a hérité de toute une émancipation, hem, sociale dans la conception de la place des femmes et des hommes entre eux au sein de la société, de la place et du rôle des femmes, dans la, dans la sphère sociale, la sphère du travail, etc. etc. Hein, tout ça, on le sait. Donc, on a hérité de tout ça. On a hérité aussi de toute une émancipation sexuelle, où du coup, la sexualité, c'est progressivement, pour les femmes, parce que pour les hommes, c'était bien sûr admis depuis très longtemps, et dans les faits, c'était comme ça que ça se passait depuis très longtemps, mais pour les femmes, en tout cas, c'est quand même pas si vieux que ça, que la sexualité est désolidarisée de la procréation, hein, et que du coup, il y a une possibilité, un désir, une notion d'accomplissement, de- d'épanouissement sexuel dont on a hérité de tout ça, et que ça implique aussi, tout ça implique une façon de vivre avec de plus en plus d'autoresponsabilisation aussi de son propre corps, de sa propre gestion, de tous ces paramètres que ça implique, et ça sur une vie plus longue, sur une vie qui dure plus longtemps. Euh, et avec un contexte global, planétaire, euh, de modernisation, avec toute cette problématique environnementale, cette problématique de la pollution, qu'on hérite aussi, qu'on hérite depuis l'industrialisation, hein, avec une accélération, une intensification en tout cas des problèmes que pose la nourriture industrialisée, avec tous les changements alimentaires que ça a mis en place au cours des générations, hein, depuis l'industrialisation, et la pollution environnementale. Et chaque génération, en fait, reçoit euh, une intensité de perturbateurs, euh, qui s'accumulent en fait de génération en génération. Et donc on a aussi, avec tout ça, on a aussi une baisse de l'immunité qui est importante de génération en génération, un affaiblissement de certains organes comme la rate, qui est un organe constitutif de la puissance digestive, et qui va entraîner tout un tas de fragilité digestive. On voit avec toutes les allergies, toutes les intolérances alimentaires qu'il y a de plus en plus. Enfin voilà, il y a un contexte, en fait, un contexte qui est récent, dont on hérite, mais qui, malgré qu'il soit récent, est très intense, et provoque dans les organismes un affaiblissement important, et qui est le premier endroit où ça se voit presque immédiatement, je dirais, où les effets sont visibles très vite, très rapidement, dans le système digestif, mais aussi tout de suite après, le système de la fertilité. Tout la fertilité, l'équilibre hormonal, l'équilibre neuroendocrinien. C'est vraiment le plus immédiat, le plus visible, là où les dégâts en fait se font sentir tout de suite. Et c'est le corps féminin, avec toute cette subtilité, toute cette horloge biologique qui est fournie, hein, qui est intense, et qui a besoin
pour que ça fonctionne bien, que tous ces instruments de musique, si on peut imaginer que c'est un grand orchestre et que c'est plein d'instruments de musique, il faut qu'ils arrivent à jouer tous ensemble. Et c'est donc assez complexe. C'est pas un petit orchestre avec 3 instruments, c'est un très grand orchestre. Et du coup, voilà, ça a énormément d'incidence dans dans la santé des femmes, sur la santé des femmes. Donc, je pense que ça a toujours été nécessaire que les femmes connaissent leur corps, qu'elles puissent bénéficier d'une transmission de comment on prend soin de soi en prévention et éventuellement comment on se soigne dans des choses de base, des choses qu'on peut faire à la maison quand on est une femme. Donc, je pense que ça dépend pas du temps, du lieu, on a toujours besoin de ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de paramètres qui font que il y a sûrement un besoin encore plus intense aujourd'hui. Parce qu'aussi, il y a eu quand même des transmissions par le passé qui valaient ce qu'elles valaient. Elles étaient sûrement très inégales selon les foyers, selon les régions. C'était mêlé à sûrement aussi un peu de superstition, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de tabou sur le corps. Enfin voilà, ça devait être assez mitigé, je dirais. Mais il y a eu quand même des transmissions euh, assez concrètes, notamment les gens qui étaient beaucoup reliés à la terre. Ils avaient un rapport aussi plus simple aussi avec le fait de se soigner soi-même, l'isolement aussi, le fait que les médecins n'étaient pas forcément tout près. Les femmes ont beaucoup accouché chez elles, ont beaucoup accouché seules, se sont beaucoup occupées de toute cette gestion-là entre elles. Enfin, donc il y a eu des transmissions aussi par le passé. Et c'est vrai que le passage à la modernité, en plus de tout ce que je viens de dire, et il y aura encore bien d'autres choses à dire en plus, bizarrement, voilà, il y a cette émancipation d'un côté et ce gain la possibilité d'avoir un rôle social, de vivre socialement, d'avoir des droits, des reconnaissances, etc., etc. Mais aussi une perte de certaines transmissions basiques, de connaissance de la nature, je crois, tout simplement, de connaissance du vivant. Ouais, complètement. C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, enfin, tu parlais de la santé globale en général et des impacts que ça pouvait avoir, qui avait effectivement différents instruments. Et l'objectif, c'était de faire en sorte d'arriver à faire une mélodie harmonieuse au final. Et pour ça, c'est assez complexe. Et au final, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de femmes qui ont des problèmes au niveau de leur cycle menstruel et que souvent, c'est pris comme quelque chose qui est annexe, en fait. C'est comme si c'était quelque chose qui était complètement décorrélé du corps, alors que moi, la manière dont je le vois, c'est que c'est vraiment, en fait, un signe qu'il y a quelque chose à réguler, qu'il y a quelque chose sur lequel porter une attention et au final, sur quelque chose qui est considéré de manière sociétale comme quelque chose d'un peu annexe, un peu tabou même, enfin beaucoup tabou. Finalement, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a tellement de choses en fait derrière. Il y a tellement de contexte en fait autour de ça que ça mérite de consacrer un moment pour étudier ça et que finalement de réapprendre cette connaissance perdue, de réapprendre à connaître son corps, ça permet aussi non seulement de porter cette attention d'avoir plus de confiance dans son corps, mais aussi de finalement se soigner aussi un peu au naturel, de mettre des choses en place pour que ce soit plus doux, parce que le nombre de personnes qui doivent prendre des médicaments ou qui sont dans des parcours parfois difficiles avec un personnel médical qui n'est pas forcément toujours hyper bienveillant non plus. Enfin, en ce moment, on entend quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. C'est vrai qu'être une femme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Oui, oui, oui. Et puis c'est un peu du quotidien, c'est-à-dire que par rapport à toute cette complexité, cet orchestre justement complexe qui a besoin de chercher son équilibre en permanence, puisque l'équilibre, c'est pas quelque chose qui s'atteint et voilà, et ça bouge plus. C'est tous les jours que, en fonction de tout ce qu'on vit, de tout ce qui se passe en nous, autour de nous, c'est tous les jours que cette subtilité-là cherche son accord. Donc,
c'est, c'est vrai que au quotidien, c'est tous les jours qu'on a besoin de savoir prendre soin de soi, qu'on a besoin de pouvoir se faire des petits soins. Et il y a toute une dimension du soin familial, du soin domestique, qui est vraiment à notre portée, qui évite aussi de se sentir, comment dire, dépendante sans arrêt de l'extérieur, de la médecine, de médicaments. euh, et dépossédé quelque part aussi, hein, dépossédé de, d'un bon sens, d'un savoir-faire et savoir-être avec soi, puisque quand on regarde les animaux, euh, ils ont avec leur instinct, leur est fourni la capacité à prendre soin d'eux. Hein, ils savent gérer, bien sûr, je ne parle pas de quand ils se sont vraiment très gravement blessés, quoique, on voit des choses des fois même assez extraordinaires de ce côté-là, mais bon, voilà, sans parler de choses vraiment très très graves, on voit bien quand on regarde tous les animaux, hein, que avec leur instinct, leur est livrée la capacité instinctive de savoir écouter déjà, savoir sentir, oh, faut que je m'isole, ou faut que j'aille boire de l'eau argileuse, ou faut que je mâche telle herbe, ou il faut que je reste dormir, il faut que je me mette à l'ombre, au contraire, il faut que je me mette au soleil. On sent bien que est livré avec la vie, normalement, hein, de manière naturelle, est livré avec la vie quelque chose d'instinctif de savoir prendre soin de cette vie au quotidien, sans avoir forcément, sans être en dépendance pour des choses de base. Les petits mots les petits dérèglements qu'on peut appeler maladie, sans parler des choses très graves, hein, en restant sur les choses qui font partie de la vie. Donc, c'est c'est bon aussi pour soi de savoir, de sentir qu'on est en mesure d'écouter ce qui se passe, de décrypter, qu'on a compris et qu'on va savoir quoi faire, comment répondre à ça et se sentir en pleine possession de ce corps qui est notre lieu de vie dans cette vie d'être vraiment là, présente à tous les niveaux, aussi là, dans cette dimension-là, de se prendre soin de la vie. Ouais, complètement. Et ce que tu dis, ça me rappelle toujours un exemple qui m'avait marqué. C'est justement que les animaux, par exemple, quand ils sont malades, on les voit pas pendant 2 jours. Ils vont s'isoler, ils se cachent, ils mangent pas, ils se reposent. Et c'est vrai que nous, dans notre société moderne, quand on est malade, c'est tu prends un cachet et ben, tu vas travailler. Ou alors, c'est tu es un peu malade, mais il faut que tu manges, il faut que tu manges. Alors que le système, il est déjà en train de lutter contre quelque chose et on veut activer, comme tu disais, le système digestif qui est très complexe aussi et qui Oui. demande beaucoup d'énergie. Et, euh, et justement, moi, dans l'étude aussi du cycle féminin, ce qui m'avait épaté, c'était de comprendre que finalement, au niveau du corps, la fertilité, c'était quelque chose d'important, mais qu'il y avait d'autres fonctions beaucoup plus essentielles au départ. Et donc, si on n'est pas dans une bonne énergie, si on est complètement épuisé ou qu'on fait énormément de sport, enfin, si le système il est dans un stress, finalement, la fertilité peut en pâtir, que le cycle menstruel peut aussi s'arrêter parce que le corps a d'autres priorités à ce moment-là. Et je trouve ça hyper intéressant euh, parce que, comme tu dis, en fait, au fil des années, avec la modernisation de notre société, on a vraiment perdu cette connexion à notre corps, cette connexion à cet instinct, cette capacité à s'auto-gérer et cette écoute, tout simplement, cette connexion à la nature. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu rends en fait à la gynécologie son étymologie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans gynécologie, enfin toi, la manière dont tu l'écris d'ailleurs, c'est gyne apostrophe écologie pour vraiment faire ressortir le gyne d'un côté qui est vraiment l'étude du féminin, de l'aspect femelle, et l'écologie, donc l'étude de ce corps en tant que milieu naturel, mais aussi comment en prendre soin de manière naturelle et comment se reconnecter en fait à cet instant. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on apprend dans une formation de gynécologie naturelle? Alors là, c'est vraiment les bases, même si je suis sûre qu'on pourrait encore, je pourrais encore en faire d'autres, hein. Je pourrais encore leur proposer des mois, voire des années
pour prendre encore plus le temps finalement de rester sur certaines bases. Mais bon, voilà, déjà sur 10 mois, on fait un voyage dans, dans l'organisation du corps. En fait, on vient dans un premier temps, on vient poser un nouveau regard, un regard qui redécouvre ce paysage qui est le nôtre, notre propre corps, comme un paysage. Et on en redécouvre toute l'intelligence structurelle d'organisation, puisque rien n'est au hasard, tout a son rôle pour que la vie puisse nous animer. Tout joue un rôle dans ce sens-là, dans le sens de pouvoir permettre à la vie de s'articuler, de jouer sa mélodie. Et donc, c'est un regard qu'on pose dès le début de la formation. On entre sur une donnée qui est vraiment très importante, qui est l'observation de notre structure osseuse. On démarre par là, parce que dans l'architecture osseuse, il y a là déjà des lois vraiment des lois du vivant qui sont vraiment à comprendre et qui vont nous permettre déjà de découvrir qu'on a déjà des moyens d'action, de prévention, de décodage aussi, d'autodiagnostic de notre santé génitale et sexuelle, de la santé de nos organes, de comment ils vont, de comment ça se passe. Comment se passe cet écosystème-là dans le bassin, dans le petit bassin, ou aussi dans la région des seins. Rien que par le biais, déjà, par cette compréhension de l'architecture osseuse. Donc, c'est une première clé. On rentre dans la formation avec cette première clé. Et puis, dès cette première clé aussi, on va commencer à venir justement dans cet éprouvé-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans la formation, on va articuler des éléments qui nous permettent de comprendre la logique biologique en observant et en voyant la fonction, comment ça fonctionne et du coup pourquoi c'est fait de cette façon-là, comment c'est au service de la vie. Et tout de suite après, on vient dans l'éprouvé, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des outils qui viennent des outils de la proprioceptivité, qui est vraiment mon prisme principal de recherche dans le corps. Et avec ces outils-là, on vient passer du mode cognitif de compréhension intellectuelle, mentale, à un éprouvé de comment ça se passe quand avec cette attention-là, en portant cette attention-là en moi, comment ça se passe quand je vais à la rencontre de ma matière, quand je me laisse descendre dans la sensorialité de ma matière, qu'est-ce que ça vient me raconter? Quels sont là les autres éléments qui sont du domaine de l'éprouvé, qui vont enrichir ma compréhension intellectuelle. Et c'est ce dialogue entre les deux avec lequel se tisse la formation tout du long, qui petit à petit nous permet de mettre en place une relation avec notre corps, qui est une relation différente de la relation habituelle, conventionnelle, qui est transmise habituellement dans notre monde occidental en tout cas, dans la relation au corps. On vient apprendre du corps. On n'est pas là pour faire des choses au corps et l'obliger à ceci et lui faire telle amélioration ou le débarrasser de telle toxine ou etc. On n'est pas là on n'entre pas en relation avec le corps par ce biais-là. On rentre en relation avec le corps dans un biais différent où on va décider que le corps a des choses à nous apprendre. Et donc, on se met à l'école de notre corps. Ok. Donc, c'est ça, hein, la proprioception, c'est vraiment une approche sensorielle, en fait. C'est une manière d'apprendre plutôt que de passer dans le mental avec l'assimilation d'informations et la réflexion. C'est vraiment, on passe par le corps pour l'expérimenter à l'intérieur. Et de cette façon, l'information, si je peux dire, elle s'imprime
dans nos cellules au final. Et c'est beaucoup plus facile après de mettre des choses en place parce que, il y a cette mémoire aussi, physique et sensorielle. Oui, oui, absolument. Elle s'imprime et elle s'enrichit. Hein, puisque on a besoin de tout ça. On a besoin de comprendre les choses d'un point de vue mental. On a besoin de se les représenter. On a besoin de pouvoir concevoir l'utilité ou le comment ça marche ou le à quoi ça ressemble. Donc on a besoin de cette part-là de projection mentale, mais c'est tronqué si on s'arrête là, en fait. Donc on a besoin de repasser euh, par un mode proprioceptif pour pouvoir engager aussi les informations qui viennent directement de notre corps. La proprioceptivité, c'est vraiment un sens à part entière. Hein, il fait partie des différents canaux sensoriels avec lesquels on vit. Et la proprioceptivité, c'est ce sens très particulier qui fait que à partir des sensations, à partir du contact, du toucher, du poids, du volume, etc., de toutes ces sensations, euh, euh, le système nerveux va communiquer avec le cerveau. Il va y avoir des allers-retours entre le lieu du corps qui est observé, par exemple, hein, qui est ressenti, et puis la partie qui se représente les choses. Et donc, il y a un va-et-vient sans arrêt hein, entre les deux parties. Et donc, la proprioceptivité, c'est ce sens qui vient du corps et qui achemine les informations sensorielles au cerveau et qui donc permet d'enrichir la capacité à concevoir du cerveau. OK. C'est ce va-et-vient sans arrêt. Donc, c'est c'est un sens qui se développe comme tous les autres sens. Hein. Sauf que c'est vrai que nous, c'est pas dans nos sociétés, dans notre culture occidentale, c'est pas quelque chose qui a été fortement développé par rapport à d'autres cultures qui l'ont plus développé, ce sens-là. Et au final, ça permet, j'imagine aussi enfin de renouer avec cet aspect instinctif dont on parlait tout à l'heure chez les animaux, par exemple, où ils ressentent les choses et Ah, puis mettent des choses en place parce que ça passe par le corps qui oui, envoie l'information au cerveau qui permet ensuite enfin, le cerveau est un serviteur dans ces cas-là. Il est là pour mettre le corps en mouvement, pour aller dans la direction, pour, faire ce qui est bien pour le corps, mais il est au service du corps et c'est pas l'inverse. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, absolument, on est beaucoup dans l'inverse. Le absolument. cerveau décide de quelque chose Ouais. et on fait tout pour que le corps y aille, même si le corps, il est là en train d'envoyer un milliard de signaux de je suis épuisé, je n'en peux plus, laisse-moi tranquille. On continue de pousser, quoi. Ah oui, absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a internalisé et ça prend du temps de se déconditionner de cette façon-là de fonctionner. Et ça se fait petit à petit. Hein, petit à petit, l'expérience, l'expérience qu'on se propose de vivre avec notre corps, justement, en allant de plus en plus régulièrement vivre ces moments de rencontre dans sa propre matière, petit à petit, on se rend compte que ça change dans notre quotidien ensuite, quand on n'est plus dans la séance, mais quand on est dans la vraie vie avec nos vraies activités, on se rend compte que petit à petit, il y a des choses qu'on fait différemment parce que justement, ça repositionne l'instinct vient l'instinct, la sensation, le contact avec la réalité présente du vivant, hein, qui est vraiment au présent, vient de plus en plus informer la part cognitive, et la part cognitive est de plus en plus capable d'écouter et de se mettre au service de ces informations qui arrivent. Et donc c'est intéressant de voir comment au quotidien, petit à petit, dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus à l'écoute de soi, qu'on a, voilà, qu'on a une relation vraiment qui se transforme petit à petit avec nos besoins, avec notre état intérieur, avec notre vitalité, avec voilà, comment comment on exprime notre énergie, comment on se ressource, comment on planifie nos journées, comment on planifie nos semaines aussi, puisque petit à petit, ça va aussi influencer sur des choses très concrètes comme ça, hein, de comment du coup je planifie
Complètement. Moi, je suis très en lien avec les cycles là-dessus, comment planifier mes journées en fonction d'où j'en suis dans mes phases de cycle. Je trouve ça hyper intéressant et puis c'est un peu aussi, se réappuyer sur enfin, redécouvrir cette puissance interne qu'on avait, comme tu disais au départ, de se réapproprier en fait, cette connaissance et ce pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. Donc dans la formation, on va parce que moi je vais la faire l'année prochaine, donc je l'ai pas encore découverte, mais j'en ai déjà un bon aperçu. Donc ce qu'on va voir, c'est bon, le corps femelle, le corps féminin, comment il fonctionne, cette approche sensorielle, ce voyage pour le redécouvrir et réveiller un peu ces mémoires enfouies. Et ensuite, est-ce qu'il y a aussi une dimension de justement prendre soin de soi au naturel, si on a des petits mots, du quotidien par rapport au cycle. Oui, oui, oui. Alors, pas alors, on n'est pas dans la formation, là, les bases de la gynécologie holistique, on n'est pas focalisé sur le cycle menstruel. D'accord. On est, on l'intègre évidemment, hein, puisqu'il fait partie de notre vie, de ce qui se passe dans notre corps, bien sûr, mais on est vraiment plus bas encore. On est encore dans des bases plus en dessous de ça. Donc, on est dans une relation de redécouverte, d'écoute et d'intégration de ce qui permet justement à notre cycle d'exister. Donc on est dans une écoute vraiment des systèmes de fond qui nous animent, hein, qui font qu'on est en vie. Et c'est de ces systèmes de fond dont on va prendre soin. Et il va y avoir bien sûr des répercussions sur notre cycle menstruel, il va y avoir des répercussions sur toute notre vitalité, puisqu'on est sur les fondements, là. Ouais. Donc, on est principalement là-dessus. Et dans le module 2, on est vraiment là, on rentre dans la complexité, dans le module 2, de ces grands systèmes régulateurs qui sont notre socle, qui portent notre vitalité. Dans ce module-là, qui est donc le module central de la formation, on va aussi s'intéresser à l'écoute psycho-émotionnelle, puisque extrêmement reliée avec le système neuro-endocrinien. Donc, on va mettre en place aussi dans ce module 2 des outils, pour pouvoir emmener aussi cette attention et cette écoute au monde psycho-émotionnel dans notre auto-observation, puisqu'on construit l'auto-observation en fait, hein, dans toute cette formation. Ce qu'on construit, c'est ça en fait, hein, c'est notre habileté, notre capacité à être de bonnes auto-observatrices, déjà de nous-mêmes. Ouais. Et puis, dans ce module 2, qui est vraiment le module central, comme on a déjà bien cheminé, on a commencé à, voilà, on commence à avoir du bagage là, à ce moment-là, de la formation. Et du coup, fort de ce bagage, on va mettre en lumière quelle est finalement la stratégie la stratégie universelle en fait, qui au quotidien, donc là par le biais de mise en place de choses très pragmatiques au quotidien, d'auto-soins, hein, de diverses auto-soins, comment on va pouvoir mettre en place une stratégie universelle qui vient soutenir, qui vient préserver ou qui vient renforcer ou réparer, le cas échéant, tous les déséquilibres de base de cet écosystème-là, génital et sexuel, déséquilibres de base qui sont ensuite responsables de tout ce qui peut arriver en termes de maladies, maux, pathologies et autres, qui peuvent affecter toute la sphère génitale et sexuelle. Hein, donc on est vraiment dans les racines. Donc on va pas être on va pas être dans l'analyse clinique, on va pas être dans une étude des cas cliniques, des pathologies, des maux au sens clinique. On se met plus à la racine de ça, à la lumière de toute cette exploration des bases. En fait, on vient vraiment se rendre compte de qu'est-ce qui est à l'origine. En fait, voilà, quels sont les déséquilibres premiers qui ensuite, bien sûr, font effet domino et qui peuvent entraîner d'autres déséquilibres. Mais nous, c'est à cet endroit-là qu'on agit. Là.
Ouais. Parce que c'est cet endroit-là qui nous rend autonomes. Déjà, c'est cet endroit-là qui nous permet de comprendre. Et puis, c'est cet endroit-là qui nous rend autonomes aussi parce que c'est là que nous, euh, en tant qu'individus à la maison, on a vraiment des moyens d'action au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Quand on met en place des, des, des pratiques qui vont venir justement qui sont de la concrétisation de cette stratégie de soutien de fond. Donc Bien sûr. on est vraiment là-dessus. Et puis par contre, malgré tout, à la fin, dans la dernière partie de la formation, il y a un petit module, on termine là-dessus, c'est un petit module de fin qui nous permet de revoir tout ce qu'on a vu justement dans la formation sous le biais de alors, du coup, maintenant qu'on a compris tout ça et qu'on a tout ça dans tous ces outils, toutes ces clés dans notre sac à dos, euh, si on observe maintenant comme ça avec toute cette perspective, si on revient dans le monde des plantes, euh, avec peu de plantes médicinales, mais avec une petite poignée de plantes médicinales qui sont donc le but, c'est d'avoir des choses vraiment à portée de main qui ne viennent pas du bout du monde et qui ne coûtent pas les yeux de la tête. Et voilà, dans cet état d'esprit de pharmacie de base familiale, euh, quel, comment on va pouvoir soutenir tout ce qu'on a vu avec voilà, une petite poignée, une petite pharmacie de plantes médicinales familiales, domestiques, dans des soins qui vont être un peu dans l'état d'esprit de la supplémentation, c'est-à-dire de venir soutenir les systèmes qu'on a étudiés. Et puis une utilisation qui ne se fait plus beaucoup, voire plus du tout, mais qui pourtant est très intéressante, qui est l'utilisation par la peau, l'utilisation par le biais des bains locaux, qui est très intéressante en usage familial, en usage domestique, parce qu'il n'y a pas le problème du dosage. Et donc, ça enlève un point très épineux dans l'herboristerie, le désir d'utiliser les plantes médicinales à la maison, sans avoir étudié, vraiment, sans avoir fait 3, 4 ou 5 ans d'herboristerie, de phytothérapie. C'est un type de soin qui est à la fois extrêmement efficace, tout autant qu'en interne, finalement, quand on respecte certains protocoles d'usage. Et puis voilà, qui n'est pas dangereux du tout, qui n'a pas le risque, il n'y a pas le risque de se tromper au niveau des dosages, de surdoser, ou à la limite, le seul risque, c'est de ne pas assez doser, mais voilà. Alors après, c'est des choses qui sont à réapprendre et à intégrer, parce qu'évidemment, c'est des choses qui prennent du temps. On n'est pas dans le comprimé en plante, la gélule en plante qu'on avale immédiatement. Ça demande une mise en place, donc ça demande d'avoir vraiment envie de le faire, et ça demande de trouver comment intégrer ça dans son quotidien, parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on le fait une fois de temps en temps que ça va vraiment avoir un intérêt. C'est quand petit à petit, ça rentre dans une façon de vivre, dans un voilà, quotidien, dans le rapport avec soi, pas tous les jours, mais en tout cas de manière suffisamment récurrente pour qu'on en ressente les bénéfices. Mais c'est intéressant, même s'il y a ce côté confrontant de oulala, faut que je trouve alors faut que je trouve telle bassine, comment je vais me faire, je vais me mettre où, j'ai pas envie d'être dérangée, il faut que je trouve un moment, enfin bref, voilà, il y a toute une logistique qui peut du coup être au départ un peu décourageante, et on peut, voilà, il y a certaines femmes qui vont pas forcément chercher à installer ça au début parce qu'elles vont se sentir qu'elles ne vont pas réussir à organiser tout ça. Et puis des fois, ça viendra des années plus tard, d'y revenir, de dire tiens, j'avais pas vraiment essayé les plantes sous cet angle-là, bah là, je me sens prête pour. Mais ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que on est vraiment dans la démarche de l'auto-soin. C'est-à-dire que la démarche d'auto-soin, de toute façon, ça demande de se faire une séance. Ça demande de se programmer dans sa semaine des temps pour soi. Pas forcément des temps qui durent 2 heures, hein. On peut caler des petits temps d'auto-soin qui durent 10-15 minutes par-ci, par-là. Voilà, un petit peu plus long quand on a un peu plus le temps, ou qu'on va sur des soins qui demandent un peu plus de temps. Mais en tout cas, il y a tellement d'auto-soins qu'il y en a pour tous les timings quelque part.
Mais ça demande quand même de l'auto-soin, la dynamique de l'auto-soin demande une certaine intégration de séances dans son quotidien. Et ça s'apprend aussi. Donc, voilà, je trouve que ça reste intéressant d'un point de vue pédagogique, même si je sais bien que c'est pas toujours évident à mettre en place pour tout le monde dans toutes les circonstances. Oui, après, c'est vraiment un process, en fait. On enclenche aussi quelque chose et il y a certaines choses qu'on va arriver à mettre en place dans la formation, mais c'est le début aussi d'une nouvelle relation à soi. Donc, après, ça laisse ça ouvre ça défriche le chemin et puis ensuite, Voilà. il y a des choses qu'on va revoir. Moi, du coup, j'ai une formation aussi en pratique des œufs de yoni et c'est vraiment ça aussi avec les œufs de yoni, c'est vraiment un process. Ils vont être avec nous dans un moment de la vie, on va en acheter, ils vont rester dans le placard pendant Mm. peut-être 2 ans. Enfin, il y a vraiment, et justement l'écoute qu'on apprend, à travers ce type d'apprentissage est hyper intéressante aussi parce que c'est ça qui permet aussi de ne pas se forcer à faire des choses dans le moment parce que voilà, c'est la formation qui dit que, mais aussi d'être vraiment à l'écoute de ses besoins. Et, et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans l'approche que tu proposes parce que, en fait, on voit vraiment cette différence fondamentale qu'il y a entre la gynécologie classique et la gynécologie holistique. Parce que c'est vrai que quand on utilise le terme gynécologie, forcément, on pense médical, on pense à la gynécologie moderne qui, finalement, n'est pas du tout sur le même axe. En fait, on parle de quand même, c'est le même mot, mais on parle de deux choses différentes. D'un côté, la gynécologie moderne, elle est sur une approche médicale, donc une approche pathologique, c'est-à-dire on regarde le symptôme et puis on propose quelque chose pour résoudre ce symptôme, alors que la gynécologie, quand on met l'apostrophe entre les deux, l'approche est complètement différente parce qu'on n'a pas du tout une vision symptomatique. On va aller, comme tu dis, travailler les systèmes en profondeur. Et il y a vraiment, moi j'ai vraiment cette image de l'arbre, en fait, comme tu dis, on travaille les racines et après la plante qui émerge et puis les conséquences, ce qui émerge, c'est les conséquences de ce qu'on a nourri en profondeur. Et moi je le vois régulièrement, en fait, c'est que dans notre monde moderne, on a quand même beaucoup une approche symptomatique et la recherche, souvent, c'est ça, c'est je suis pas bien, j'ai une maladie ou j'ai un symptôme menstruel ou j'ai quelque chose qui va pas, je veux tout de suite en fait un remède qui va résoudre ce problème parce qu'on a été éduqué comme ça. Oui, oui, je veux pas avoir ça, je veux pas le ressentir et je suis en désamitié avec mon corps s'il me présente ça, quoi. Complètement, et je suis en colère contre mon corps parce que j'ai l'impression qu'il me trahit. Mmh. Je suis pas du tout dans cette écoute et puis je suis dans cette recherche vraiment de moi ce que j'appelle les quick fix quoi. C'est vraiment vite. Alors il y a le médicament, mais maintenant il y a les plantes aussi. C'est vrai que beaucoup maintenant les plantes on les utilise aussi en symptomatique. J'ai un symptôme, quelle plante peut m'aider? Et cette approche euh, plus écologique, plus profonde, moi elle me parle vraiment parce que ouais, c'est assainir en fait le terrain en profondeur, c'est assainir aussi sa relation avec soi parce que le symptôme physique, c'est une résonance matérielle, mais derrière, il y a aussi un écho émotionnel, il y a un écho énergétique. Enfin, il y a plein. Moi, je vois ça comme un diamant, il y a plusieurs facettes, en fait. Et nous, on regarde que la facette qui se manifeste dans le matériel et on regarde pas tout ce qu'il y a derrière. C'est un peu le sommet de l'iceberg, en fait. Il y a tout l'aspect en dessous à travailler. Et si on travaille pas la base, ce qui va être à l'extérieur ne donnera pas les résultats. Puis au niveau de la planète, c'est exactement la même chose. Si le sol, on l'entretient pas, forcément, quand il va y avoir des choses qui vont pousser, ça va mal pousser, il va falloir traiter. Puis plus on traite, plus il faut traiter parce que c'est un engrenage et au final, au niveau du corps, c'est exactement la même chose. Plus on traite, plus on affaiblit la terre, le terreau, le terrain en dessous. Donc après, on est obligé aussi de rajouter des fertilisants dans la terre parce qu'elle est plus capable toute seule d'être fertile finalement. Parcours PMA, etc. Enfin, on a Et vraiment le bonjour parallèle. l'engrenage, voilà, bonjour l'engrenage. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on commence à, on commence, et il y a même des strates de la société où c'est même plus que de commencer, c'est vraiment admis, compris, intégré le problème, ce problème-là de relation avec la Terre.
avec tout ce qu'a amené la bio et l'agriculture biodynamique notamment, qui a beaucoup, vraiment beaucoup amené de choses très concrètes, parce que là, il y a pas, on n'est plus dans la théorie, c'est-à-dire qu'on voit bien, on voit bien. Moi, j'ai vécu quelques années en Alsace où il y avait du côté de Colmar en Alsace, et j'ai découvert, pendant les quelques années où j'ai vécu là-bas, j'ai découvert à quel point ils avaient de terres en agriculture biodynamique. Donc c'est vraiment une façon très singulière, la biodynamie, même par rapport à la bio, hein, c'est encore un pas différent, où, dans la manière dont on considère et dont on prend soin de la terre. Et ils étaient, je crois, à l'époque, à quelque chose comme 70% des terres qui étaient en agriculture biodynamique. Donc c'était énorme. Je pense que ça va être la seule région, à mon avis, en France où il y a autant. Et c'est intéressant parce que là, quand il y a autant de terrains comme ça en biodynamie, euh, on se rend compte tout de suite quand on va étudier, quand on va dans les paysages sur ces terrains-là, la différence entre une terre qui est en conventionnel, où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a quasiment plus de papillons, il n'y a plus que des nuisibles en fait qui ravagent parce qu'il n'y a plus l'écosystème pour les réguler. Euh, on voit bien au niveau des odeurs, au niveau de la terre quand on la touche. Enfin, c'est vraiment immédiat. Il n'y a pas, il n'y a pas besoin de donner plus d'explications que ça, quoi. Ce qu'on voit nous renseigne tout de suite sur, il y a un côté où il y a une vie foisonnante, en équilibre. On voit que tout s'équilibre mutuellement, où où il n'y a pas besoin de traiter très peu, quoi. Enfin, il y a vraiment il y a une autorégulation en fait qui se fait naturellement, et il y a une abondance de dons de la nature. Et puis de l'autre côté, où finalement, pour que ça donne, il va falloir faire 12 milliards de traitements dans tous les sens, tout le temps, en permanence. Et après, au niveau du goût, il y a pas, c'est pareil. Quand on mange une tomate qui est issue des deux cultures, tout de suite, on comprend aussi la différence. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans notre société aujourd'hui, je crois que c'est des choses qui, dans certains milieux sociaux, ça c'est complètement admis aujourd'hui, mais pas encore par rapport à notre corps. Ouais. C'est la prochaine étape, quoi. On le voit, encore une fois, hein, c'est parce qu'on le voit sur l'aspect matériel, avec Ouais. nos propres yeux, on voit, et encore, on n'est pas encore assez nombreux à le voir, à mon goût. Bien sûr. Euh, mais on voit quand même, voilà, ce qui se passe au niveau des écosystèmes. Enfin, il y a des preuves tangibles, mais dans le corps, on voit pas ce qui se passe. On voit pas les organismes, on voit pas les microbes, on voit pas les bactéries, on Ouais. voit pas ce terreau fertile qui est en train d'aussi s'appauvrir, en fait. C'est ça, et c'est pour ça que la proprioceptivité est vraiment d'une très grande ressource pour justement nous permettre de nous déconditionner et de renouer une relation différente. Parce que les voyages sensoriels, les voyages proprioceptifs, alors j'emploie le mot voyage, mais c'est pas du tout des Moi, voyages. ça me parle très bien. J'aime bien parler de voyage, c'est nickel. Mais voilà, j'emploie le mot voyage pourtant, alors qu'on est vraiment dans la matière, on va vraiment dans la rencontre avec la matière. Mais alors, ce qu'on découvre quand on utilise les outils de la proprioceptivité, ce que ça nous ouvre, en fait, ça nous met en contact avec des, des, des récepteurs sensoriels qu'on n'avait pas forcément activés avant. Et donc, il y a vraiment une redécouverte sensorielle qui se met en place. Et il y a des moments qui sont toujours très émouvants, surtout quand les gens débutent. C'est toujours très émouvant, moi, à la place d'observatrice que je suis, de pouvoir entendre ce qui se passe, ce que les personnes disent. Parce que c'est très émouvant. Et d'ailleurs les gens sont très émus quand ils font ces premières découvertes. On est ému tout le temps, même après, hein, ça s'arrête jamais, cette émotion. Mais au début, c'est à en pleurer, quoi. Vraiment, c'est à en pleurer, c'est à en avoir les larmes aux yeux. Euh, cette découverte de l'infini bonheur de se nourrir de ces sensations-là à l'intérieur de soi, les les états de sécurité intérieure, les états
de douceur, de caresse intérieure, ce sont des états très, très goûteux. D'ailleurs, c'est des mots que j'emploie souvent, c'est quel goût ça a à cet endroit-là. C'est vraiment c'est pareil quand on parle de sensorialité, mais qu'on est dans l'abstraction, ça devient un mot, ça devient un concept, mais dans l'expérience proprioceptive, c'est pas du tout un concept. On est dans un bain de sens. Et ce bain de sens, il est à faire pleurer au départ quand on redécouvre ces sensations-là, tellement on est ému de découvrir autant de plaisir et au pluriel, de plaisir au pluriel, infiniment varié. La palette, elle est infinie. Moi, ça fait quand même une trentaine d'années que je pratique la proprioceptivité et je n'ai pas l'impression, à aucun moment, j'ai l'impression d'être arrivée au bout de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment quelque chose d'infini. Et de découvrir ces plaisirs à, 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 à s'installer dans son corps, à l'habiter, à porter son attention à un endroit, à un autre, en prenant le temps que ça se déploie. C'est vraiment comme si à l'intérieur, il fallait laisser le temps à la fleur de s'ouvrir, de se déployer. Et c'est vrai que ça demande du temps, c'est vrai que ça demande de on ne le fait pas comme quand on fait du sport, où on est dans un geste mécanique. Là, ça demande vraiment, on ralentit nos gestes, on s'installe dans la lenteur. Alors, au début, c'est un petit peu, ça peut être un peu perturbant au début pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude et qui sont dans un mode très mécanique avec leur corps. Mais qu'est-ce que c'est beau et bon de voir les premières découvertes, quoi. C'est ces moments où ça y est, une porte s'est ouverte et la personne, elle est rentrée et elle a ressenti. Et ça, c'est des expériences qui nous marquent à jamais. Si on avait si c'était transmis plus tôt, si on recevait ces choses-là plus tôt dans notre enfance, mais ça changerait complètement notre relation à nous-mêmes, à comment on grandit, à l'identité qu'on se construit, quand on devient adolescent notamment, comment on va vivre l'adolescence, mais sans se perdre, sans se nuire, sans détruire ce corps, cette vie, tout en vivant l'adolescence, tout en vivant ce qu'on a à vivre de découverte, etc. Mais moi, je suis vraiment convaincue que là, dans la proprioceptivité, il y a vraiment la clé qui nous manque à nous occidentaux pour justement pas quitter, enfin, comment dire, pas quitter parce on n'a pas à gommer ou à se passer de toute cette force intellectuelle et mentale qui peut concevoir, qui crée des concepts. C'est pas, le but, c'est pas de faire de la dichotomie, mais en tout cas, on voit bien que ça suffit pas. Et qu'on a beau commencer à comprendre l'environnement et les lois du vivant dans l'environnement, si c'est pas si évident que c'est pareil en nous, c'est parce qu'il manque là une éducation. Et cette éducation, c'est la proprioceptivité. Ouais. Et, et c'est ça que j'adore, parce qu'on parle, tu parlais de vivant, et c'est vraiment ça. C'est, enfin, la manière dont tu le décris, en fait, ça me fait vraiment penser à un retour à soi. En fait, on re-rentre chez soi, on redécouvre en fait sa maison intérieure. Et finalement, c'est un voyage d'amour de soi aussi, parce que on se retrouve, on voit en fait peut-être des dimensions cachées, on voit qu'il y a tellement de choses aussi à découvrir. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans une société où on est tellement déconnecté de soi et où il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien et où on est très dans, comme je disais, le symptomatique, le fait de revenir à soi, de revenir en soi, de développer cette fascination envers soi, c'est aussi voir à quel point on est vivant, mais vraiment en tant qu'organisme, quoi, qu'il y a vraiment des choses qui se passent, on est vivant, on n'est pas juste une coquille inerte qui a pour vocation d'uniquement se nourrir avec des choses extérieures et de toujours essayer de chercher des solutions à l'extérieur, mais c'est aussi voilà, retourner en sa capacité à se connaître, à se reconnaître et à s'aimer, à se faire du bien. C'est vraiment un voyage de retour à soi, je trouve. Ah oui, oui, vraiment. Je suis vraiment convaincue que bien des mots psychiques, hein, de troubles psychiques, pourraient, pourraient ne pas exister, enfin pourraient être
on pourrait être en prévention, en fait, hein, de beaucoup de choses, de beaucoup de déséquilibres psychiques. Ouais, complètement. Donc, au final, cette formation, enfin, elle est accessible à tout le monde. C'est pas spécifique pour des personnes, pour des professionnels. Au final, Non, 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 pas du tout. C'est pour qui a envie de prendre ce temps de revenir aux bases, de revenir à ses bases, de prendre ce temps-là, de refaire un voyage. Oui, et puis je trouve qu'on est vraiment à une époque où c'est le bon moment pour le faire. Entre ce qui se passe au niveau sanitaire, même au niveau climatique, enfin, il y a vraiment tellement de choses qui chamboulent autour de nous. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui manque beaucoup aussi, de revenir dans le corps, de revenir dans ce qui se passe à l'intérieur. Ça permet d'avoir un repère. Mais oui, hein, l'ancrage, la base de l'ancrage, c'est ça, hein. Ouais, Pareil, l'ancrage, c'est pas un concept, bah oui, c'est une réalité. C'est une réalité de relation à sa matière. En premier lieu, l'ancrage, c'est habiter son corps, hein. Ça, c'est la là, exactement. première chose. Exactement. Et on Ok. a bien besoin d'ancrage. Ouais. Et donc, la formation, donc tu disais, elle dure 10 mois. Donc, il y a des modules, il y a des vidéos, mais il y a aussi des visios avec toi, c'est ça? Oui, 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 oui. Alors, donc, chaque année, c'est un petit peu différent puisque je me sers, et avec Marion, avec qui j'ai construit tout ça, on se sert de l'expérience de chaque année pour aménager un petit peu différemment l'encadrement autour de la formation, hein, pour pouvoir s'ajuster au mieux à ce qui s'avère être les besoins de la majorité des participantes. Voilà, nous aussi, l'observation nous permet de, 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 de cheminer aussi, hein, avec cette formation. Et donc, oui, en tout cas, la base, c'est qu'il y a tous les mois, il y a des rencontres en visio sous forme de temps où on va parler ensemble, où on va mener des réflexions ensemble, où on va revenir sur des points particuliers et en parler du coup un peu plus. On va faire des liens, on va faire des liens avec les différentes connaissances, mais aussi des liens avec nous, ce qu'on découvre, ce qu'on ressent, ce qu'on met en pratique. Euh, il y a des moments aussi qui sont juste des moments de parole aussi, hein, parce qu'il y a besoin aussi, hein, dans une formation qui engage aussi toute une redécouverte de soi, une réactualisation de soi, parce que c'est pas toujours de la découverte. Il y a des personnes qui connaissent déjà pas mal tout ça, mais qui viennent un peu comme pour un temps justement de revenir aux bases et qui permet de réactualiser en profondeur dans ses propres bases. Donc il y a aussi souvent des moments qui sont alloués à des moments où chacune peut venir aussi déposer, formuler, identifier les choses et les déposer au sein d'une écoute bienveillante du groupe. Et puis il y a des moments d'atelier, hein, il y a des moments en vidéoconférence, mais des moments de pratique, où on n'est que dans la pratique corporelle. D'accord, ok. C'est super. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Là, ça me paraît loin, le mois de janvier. Moi, je trouve que ça va venir vite, vu tout le travail Oui, que j'imagine, on n'a pas la même temporalité. Ok, super, merci beaucoup Marie-Pénélope d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vois l'heure qui tourne, donc on va s'arrêter là, mais j'aurais pu continuer à discuter encore, à mon avis, une bonne heure, parce que j'ai tellement envie aussi de découvrir encore plus de choses sur ce qui t'a amené à faire ce que tu fais, sur aussi les autres choses, parce que je sais que tu proposes aussi d'autres formations. Mais dans ce cas-là, on pourra peut-être refaire une autre vidéo à un autre moment, voilà. parce que voilà, je pense qu'on Un a autre déjà fait un bon question. tour. Merci beaucoup à toi. Et, Merci, euh, Emma. et voilà, j'incite toutes les personnes qui sont intéressées. Il y a un article de blog aussi qui retrace ce que contient la formation, comment ça se passe. Et puis donc les inscriptions, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au mois de décembre. Oui, oui, oui. Voilà, et la formation commence en janvier. Voilà. Donc si vous voulez vous joindre à moi et d'autres personnes, voilà, ce sera une superbe aventure, j'en doute pas. Merci à toi, je te souhaite une belle journée. À toi aussi. À bientôt.